Madame la rectrice, Monsieur l'inspecteur d'académie, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le président de la communauté de communes, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, quel honneur et quelle joie de vous accueillir aujourd'hui à Arc-les-Grès, la cité où il fait bon vivre, quelle que soit la météo. Arc-les-Grès est une petite ville de 2500 habitants en milieu rural. Bien sûr, cette ruralité n'est pas la même que celle d'un plus petit bourg ou village, mais la question de l'éducation et ses enjeux demeurent probablement et sensiblement les mêmes. Nous vous accueillons aujourd'hui au sein de notre centre-ville, dans cette halle, ancien hangar à fourrage, puis lieu de stockage de matériaux géré pendant des décennies par la famille Perret. Cette halle prend sa nouvelle forme dès 2011 et porte le nom de Halle Perret pour y accueillir un événement annuel culturel majeur pour notre ville, Festival en Arc, incontournable festival de théâtre. À l'issue du festival 2012, ce lieu magique, par l'âme qu'il dégage, est entièrement rénové pendant 12 mois et remis en service sous ce format, 8 jours avant l'édition 2013. Le festival accueille en ces lieux et dans ceux de la salle communautaire voisine plus de 5000 spectateurs pendant 10 jours par an, dont un peu plus de 1500 scolaires, avec des spectacles sélectionnés principalement au Festival Off d'Avignon. En 2024, nous franchirons le seuil des 20 000 scolaires accueillis depuis 2011. Cette halle est mise à disposition des associations et événements festifs organisés par la ville tout au long de l'année. Elle est également mise à disposition de notre groupe scolaire Louis Pergaud, je salue le directeur Laurent Bailly présent, situé à moins de 100 mètres où vous vous rendrez au cours de la journée pour vos travaux. Ce groupe scolaire de 13 classes accueille un peu plus de 290 élèves, dont 50% proviennent des communes environnantes. Notre groupe scolaire est un équipement communal qui doit ses effectifs au dynamisme de son équipe éducative, aux équipements et services de proximité investis par la commune, soutenus et maintenus. Et pour n'en citer que quelques-uns, la poste, les commerces divers, le cabinet médical et dentaire, la mission locale pour les jeunes, les équipements sportifs, des modes de garde de proximité et une offre périscolaire matin, midi et soir, un accueil le mercredi et pendant les vacances scolaires, mais aussi un groupe scolaire intéressant grâce aux 1700 emplois sur notre commune qui permettent aux salariés de cumuler sur un même rayon géographique emploi et services. L'école pour notre commune est un maillon essentiel de son dynamisme, avec une ambition permanente, offrir à l'école publique d'Arc-les-Grès, à ses enfants, à ses enseignants, tous les moyens nécessaires à l'enseignement, à l'éducation et aux actions favorisant la fraternité et la connaissance. Ainsi, en complément des enseignements habituels, l'équipe éducative se caractérise par ses actions multiples autour du sport, de la citoyenneté, de la culture et de ses nombreuses sorties à visée pédagogique. Le projet NEFL, notre école Faisons-la ensemble, avec des aménagements dans nos cours de récréation, de nature à améliorer la réussite et le bien-être des élèves, viendra renforcer un programme d'investissement de 4 ans pour l'école, après ce important destiné aux outils numériques pour un équipement de qualité dans chaque lieu fréquenté par les enfants et les enseignants. Après l'installation d'un city-stade au cœur d'une cour de récréation notamment, disposé à la fois dans l'espace public et dans l'école par un mode sécurisé, cet équipement permet une cohabitation tout à fait adaptée à l'idée de l'école intégrée à la vie quotidienne de la cité. Enfin, nous installerons en fin d'année 2024 la première antenne régionale du FRAC, Fonds régional d'art contemporain, dans la maison du parc La Munière, au sein de notre parc classé du 19e. Cet équipement va permettre aux enfants, collégiens, lycéens et à la population de tout le bassin de vie de découvrir et d'être sensibilisés à l'art contemporain via des médiations culturelles, gage d'éveil des sens aux arts visuels et à la créativité. Les scolaires du bassin de vie et la population bénéficieront de ce nouvel équipement inédit en milieu rural. Pour nous, élus de notre cité, l'école en milieu rural est un atout
à condition de créer toutes les synergies et partenariats nécessaires pour dynamiser nos territoires et les rendre de fait plus attractifs, tout en offrant à nos enfants des conditions d'accueil et d'apprentissage les plus dynamiques et les plus contenants. Je remercie Monsieur l'inspecteur d'académie et ses équipes rapprochées d'avoir ciblé Arc-les-Grès pour accueillir ce séminaire académique. C'est une première pour Arc-les-Grès et un honneur de pouvoir réfléchir et questionner ici, en ces lieux, le rôle structurant de l'école dans l'aménagement des territoires et dans la promotion de l'égalité des chances. Nous avons pris plaisir, avec l'équipe municipale et les services techniques, à vous accompagner humblement pour organiser sur le plan technique cette journée. Je vous souhaite de bons travaux à Arc-les-Grès et vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le maire. Sans plus tarder, je cède la parole à Nathalie Albert-Moretti, rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et de l'Académie de Besançon, chancelière des universités, pour l'ouverture officielle de ce séminaire. Monsieur le maire, merci beaucoup pour votre accueil. Mesdames et messieurs les élus, monsieur l'inspecteur général, madame la secrétaire générale d'académie, mesdames et messieurs les IADAZEN de l'académie, madame la directrice académique de la pédagogie, chère Isabelle, mesdames et messieurs les inspectrices et inspecteurs, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les directrices et directeurs d'école, mesdames et messieurs les professeurs, conseillères, conseillers pédagogiques, mesdames et messieurs les directrices et directeurs d'accueil collectif de mineurs, mesdames et messieurs, chers toutes et tous. Je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous ce matin pour ouvrir le séminaire Éducation en ruralité, territoire, réseau, innovation. Et je tiens en tout premier lieu, bien sûr, à remercier très sincèrement Monsieur le maire d'Arc-les-Grès et l'ensemble de ses équipes pour leur accueil extrêmement chaleureux, nous l'avons toutes et tous constaté, et pour leur impressionnante mobilisation. Merci Monsieur le maire d'avoir ouvert cette magnifique halle Perret à notre assemblée. C'est un véritable cadeau, on peut le mesurer ne serait-ce qu'en levant les yeux. Comme vous le précisiez il y a un instant, cette halle est un lieu incontournable du paysage grélois, un lieu de convergence où se déroule, vous l'avez dit évidemment, notamment chaque année un événement théâtral absolument majeur. Depuis sa création il y a plus de 12 ans, le festival En Arc a permis à des milliers d'élèves issus de la ruralité de bénéficier d'une éducation artistique et culturelle de très grande qualité. Le lieu où nous nous trouvons est aujourd'hui une manière de symbole, une illustration à travers les événements qui s'y tiennent de ce qu'une alliance éducative rurale peut produire de meilleur dès lors qu'elle réunit dans un territoire l'ensemble des acteurs, collectivités, État, réseaux associatifs, autour d'une même cause, la plus belle, celle de la jeunesse, de son éducation, de son avenir. C'est donc un lieu symbolique que j'ai le plaisir, dans un lieu symbolique plutôt, que j'ai le plaisir d'ouvrir notre séminaire académique Éducation en ruralité. Éducation, tout d'abord parce que nous nous sommes donnés pour ambition d'embrasser lors de nos échanges et de nos rencontres tous les temps de l'enfant et de l'élève, d'engager une réflexion collective sur la continuité éducative que nous souhaitons tisser et renforcer entre le monde scolaire et les activités péri- et extrascolaires de nos jeunes ruraux. Éducation en ruralité, avec un S, à ruralité ensuite, parce que nous voulons aujourd'hui aborder la ruralité dans toute sa pluralité, en observant la diversité des territoires, le dynamisme de ces réseaux, la richesse des innovations pédagogiques et éducatives que nous pouvons y trouver. En d'autres termes, l'occasion nous est donnée,
à travers ce séminaire, de porter un regard lucide sur les défis et aussi sur les enjeux spécifiques de l'éducation en ruralité, mais aussi dans le même mouvement de mieux reconnaître, d'être mieux valorisé, le formidable potentiel qu'incarnent les très nombreuses réussites, et quelquefois des réussites sans doute trop souvent passées sous silence ou laissées dans l'ombre. Mesurer les enjeux, repérer nos réussites, tels sont les deux objectifs que nous nous sommes donnés pour ce séminaire. Un premier objectif donc, mesurer les enjeux. Mesurer les enjeux de l'ambition, les enjeux de la mobilité, les enjeux de l'égalité des chances. Dans nos territoires ruraux, ces défis se posent, nous le savons, avec une acuité particulière pour construire une école et une éducation résolument tournée vers le futur. À travers son projet académique, son livre socle 2024-2027, puisque c'est le nom que nous lui avons donné, l'Académie de Besançon a voulu mettre la réussite de ses élèves au centre de son projet collectif. J'en cite un tout petit morceau. S'engager à accompagner chacune et chacun dans son parcours de réussite, c'est oser ensemble des chemins nouveaux vers un avenir riche de promesses et de possibles. Compte tenu de ces caractéristiques géographiques, notre académie, l'Académie de Besançon, place ainsi au cœur de sa réflexion et de son action le parcours de réussite des élèves scolarisés en milieu rural. Parce que si nos écoles et nos établissements ruraux se caractérisent globalement par de bonnes performances, et on peut même le dire des performances meilleures que celles que l'on peut observer ailleurs, nos élèves y nourrissent encore malheureusement trop souvent une ambition un peu bridée, bridée par les déterminismes territoriaux et sociaux qui persistent. Comment donc, face à ce défi de l'ambition, comment faire face à ce défi de l'ambition, comment faire face à ce défi de la mobilité, de l'égalité des chances, pour offrir à nos jeunes ruraux un avenir qui puisse déjouer ces déterminismes. Telle est en substance la question à laquelle nous devons répondre aujourd'hui. Et y répondre, c'est d'abord changer d'échelle. C'est réunir autour de l'école, autour de l'éducation, les professeureux et les professeurs, les directrices et les directeurs, les corps d'inspection, les chefs d'établissement, mais aussi les élus, les services déconcentrés de l'État, les actrices, les acteurs de l'éducation populaire, du monde sportif. En bref, essayer d'associer toutes celles et ceux qui ont les pieds sur le terrain, qui ont les yeux tournés vers les horizons ouverts et audacieux. Y répondre, c'est aussi inventer ou réinventer des formes de coopération cohérentes et efficaces qui rendent notre service public d'éducation, de la petite enfance à l'entrée dans l'âge adulte, toujours plus proche de nos élèves, toujours plus à l'écoute de leurs besoins, dans le contexte de vie qui est le leur. Et ceci en abordant par exemple les thématiques de l'accessibilité ou de l'innovation, les thématiques de la ruralité comme terre de création, ou encore les thématiques de l'ouverture et des mobilités à l'international. Notre séminaire évoquera quelques-unes des actions concrètes qui concourent à cette volonté de promouvoir l'égalité des chances. Repérer les réussites et libérer leur potentiel, tel est, mesdames et messieurs, le second grand objectif de notre journée académique. Parce que, à rebours des représentations fatalistes, qui quelquefois, et peut-être trop souvent, dessinent le tableau vraiment caricatural d'une ruralité qui serait synonyme de relégation et de déclin, nous voulons au contraire considérer nos organisations et nos pratiques éducatives rurales avec un regard certes critique, mais surtout réaliste et résolument tourné vers de l'optimisme et donc de la valorisation. Oui, la ruralité est une chance pour l'épanouissement et pour la réussite de nos élèves. Oui, l'école
et l'éducation sont une chance pour la ruralité. Cette chance, c'est celle de la proximité et de la coopération. Les 9 territoires éducatifs ruraux de notre académie, qui visent à renforcer les prises en charge pédagogiques et éducatives des enfants et des jeunes, avant, pendant, autour, après le cadre scolaire, en sont une très belle illustration. Et on est d'ailleurs très fiers d'avoir réussi à matérialiser ces 9 territoires éducatifs ruraux, grâce à l'action des équipes, bien sûr. En mobilisant l'ensemble des acteurs éducatifs à l'échelle d'un bassin de vie, ils permettent d'élaborer des réponses concertées au plus près des besoins de chacune et de chacun. Notre séminaire montrera très concrètement comment cette méthode TER ou TER, pour ne pas confondre avec les trains, comment cette méthode TER fait émerger de nouveaux projets communs renforcés au service de la réussite, au service de l'ambition, au service de la mobilité des élèves ruraux, mais aussi au service de l'attractivité et de la dynamique des territoires eux-mêmes. Cette chance, en effet, c'est également celle des ressources spécifiques de la ruralité. C'est celle des aménités rurales, soulignées par l'agenda rural, et désormais par le programme global France Ruralité, fruit de la collaboration entre nos ministères et les collectivités. Ce sont ces ressources spécifiques dont l'école et l'éducation doivent se saisir pleinement. Abordée durant notre séminaire, la démarche « Notre école, faisons-la ensemble », le numérique éducatif et les Fab Labs, ou encore les expériences très probantes d'écoles du dehors et de groupes de compétences flexibles, offrent parmi plein d'autres illustrations des exemples de valorisation de ces aménités rurales. Toutes ces expériences fédèrent l'ensemble des communautés éducatives autour de l'épanouissement, autour de l'émancipation, autour du bien-être, en identifiant, en développant, en valorisant les compétences psychosociales, en suscitant et en entretenant le plaisir d'apprendre, en renforçant le sentiment d'efficacité et la confiance en soi. Mesdames et messieurs, en ouvrant ce séminaire, je forme le vœu que chacune et chacun d'entre vous, dans les fonctions et les engagements qui sont les vôtres, puisse trouver de quoi nourrir sa réflexion, son action, sa mobilisation au service de nos enfants, de notre jeunesse, celles et ceux qui nous sont confiés. Mais je voudrais aussi que les travaux et les échanges qui vont avoir lieu durant cette journée soient l'occasion de nourrir une dynamique collective qui s'inscrive dans la durée, à l'échelle de nos territoires, à l'échelle de toute notre académie. C'est pourquoi ce séminaire académique, éducation en ruralité, aura vocation à connaître d'autres éditions pour dresser régulièrement un état des lieux du déploiement de nos politiques éducatives en faveur de la ruralité. Parce que je veux vraiment, et nous voulons vraiment dans l'académie, faire de la prise en compte de la ruralité un marqueur fort de l'identité spécifique de notre académie, en faire un élément structurant de son action pédagogique et territoriale. Dans nos espaces ruraux, sans doute plus qu'ailleurs, l'école et l'éducation jouent un rôle éminemment déterminant, parce qu'elles concourent à l'attractivité, parce qu'elles concourent au développement du territoire, parce qu'elles contribuent à la construction et à l'animation du lien civique et social. Ce séminaire, c'est une très belle occasion d'inventer ensemble un avenir prometteur pour la ruralité, pour nos ruralités. C'est pour cela que je vous souhaite une réflexion très féconde, non sans avoir eu un petit temps de remerciement pour M. Liadazen et son équipe, qui, à côté de la vôtre, Monsieur le maire, ont été les fers de lance de l'organisation de ce beau séminaire. Avoir un petit mot de remerciement pour les équipes de l'Académie et notamment pour le service de communication qui est là, en train de nous filmer. Et puis pour les élèves qui nous ont accueillis, très bien accueillis tout à l'heure, et qui participent déjà de l'aspect très chaleureux de ce séminaire. Merci à toutes et tous et très bon séminaire. Merci.
Merci Madame la rectrice. Avant de présenter la première conférencière de la journée, j'invite Philippe Destable, inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône, à prendre la parole pour vous livrer quelques éléments pratiques concernant l'organisation de ce séminaire. Monsieur Destable. Madame la rectrice, monsieur le maire, mesdames et messieurs, en vos grades, fonctions et qualités, c'est un peu, et même beaucoup d'émotion ce matin de vous trouver ici, de vous retrouver ici dans ce magnifique lieu, parce qu'il y a derrière cette journée près d'1 an de travail, et je souhaiterais à mon tour remercier les personnes qui contribuent à l'organisation de ce séminaire. Un mot de remerciement très rapide, mais c'est important de citer toutes ces personnes. D'abord à Madame la rectrice pour sa confiance, c'est essentiel. Merci à Monsieur le maire, cela a été dit, je le redis. Et puis merci aux différents intervenants, aux conférenciers, aux élus. Merci à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, avec une mention spéciale. Je voulais le dire ici devant vous à Michael Porte, adjoint pour le premier degré de la Haute-Saône, à Gilliane Ferrand, qui est toujours très active, IEN de la circonscription de Grès. À travers eux, je cite toute l'équipe rapprochée qui a organisé ce séminaire. Merci aussi à Madame Sabrina Durand qui nous a rejoints, je ne sais plus où elle se trouve, mais elle est par là en tout cas, récemment. Et puis merci à Canopé, au Clémy, à la DRNE, à l'OEFC, à la PARDI, au service communication du rectorat. Merci aussi à tous les partenaires que nous avons réunis et qui nous accompagnent toute cette journée. Manutan, la Maïf, la CASDEN, le comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports, le fonds régional de l'art contemporain, le théâtre de Vesoul, j'ai aperçu son directeur il y a un instant, le théâtre Edwige-Feuillère, la microfolie de Ronchamp, le festival en arc. Et puis je termine par un partenaire qui, vous allez voir, a toute son importance, c'est la boucherie gréloise Tondue. Toute son importance parce qu'évidemment, sans le concours des professionnels de la restauration, nous n'aurions pas pu tenir toute la journée. Donc merci à ce partenaire. Alors, simplement quelques indications matérielles. Vous le savez, nous avons un programme très copieux et que nous avons voulu dense. 3 conférences pour approfondir notre réflexion. Merci aux conférencières et conférenciers, Alicia Buissonnet qui est déjà dans la salle, Salomé Berliou qui va nous rejoindre et Pascal Claire. 2 ateliers thématiques pour entrer en action ce matin et puis 4 pôles de partage de pratiques pour envisager d'autres approches, aller plus loin, créer ou compléter son réseau. Et puis tout cela aussi, bien sûr, parce que c'était essentiel pour nous, complété par toutes les rencontres qui vont pouvoir se faire aujourd'hui. L'idée était évidemment aussi de créer, de renforcer notre réseau académique de l'école en ruralité et de l'éducation en ruralité. On m'a demandé de vous dire que, à l'issue de cette journée, les points saillants de notre séminaire seront réunis, seront partagés, diffusés sur le site de l'Académie, sans doute aussi de nos départements, pour que vous puissiez y trouver l'annuaire des intervenants, des associations, des collectivités, la présentation des différents projets, des ateliers. L'idée étant évidemment que nous puissions un peu capitaliser cette journée et ses apports. Afin de profiter pleinement de notre séminaire et pour ne pas prendre de retard dans la programmation, on me demande aussi de vous rappeler que nous savons pouvoir compter sur votre sens de la rigueur quant au respect des horaires. C'est ce qui est écrit sur mon petit papier, donc je le lis. Voilà. J'indique aussi que la signalétique qui est présente sur tous les sites du séminaire devrait vous permettre de vous repérer et de rejoindre vos salles aisément, mais nous avons prévu que vous puissiez également trouver de l'assistance et toutes les personnes, elles sont faciles à repérer, qui ont autour du cou un badge, voilà, comme Madame Didier, pourront évidemment vous donner toutes les informations techniques au long de cette journée. Très bon séminaire à chacune et à chacun.
Merci, Monsieur Destable. Nous pouvons donc lancer la première conférence de la journée qui porte... ça va marcher. Hein. Oui, voilà, c'est bon. Non, pas du tout. On revient. Voilà, merci. Qui porte sur l'influence des territorialités dans les choix d'orientation des jeunes issus de milieux ruraux. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alicia Buissonnet, à ma droite, doctorante en sciences de l'éducation et de la formation au laboratoire éducation, culture et politique de l'Université Lumière Lyon 2. Alors, pour faciliter les échanges et les questions tout au long du séminaire, des QR codes ont été disséminés dans toute la salle, devant vous, sur les chaises. N'hésitez pas à les utiliser en les scannant avec vos téléphones et à soumettre vos questions en ligne. Toutes les contributions sont les bienvenues. Questions, remarques, réflexions. Et en fin de conférence, nous, on se fera le relais de vos réactions auprès de Madame Buissonnet. Et bien, je vous laisse la parole. Alors, j'avais une présentation d'une demi-heure, mais du coup, j'ai bien entendu la consigne qu'il fallait respecter les horaires. Donc, je vais vous raconter un peu l'histoire de mon parcours en un quart d'heure. Rassurez-vous, je ne compte pas vous faire une soutenance de thèse. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter finalement, faire écho un peu à vos propres territoires. Et autant pour les acteurs du premier degré que du second degré, mais également pour nos chers élèves des classes SECPA qui se situent là-bas au fond de la salle et qui ont des collègues de l'Académie de Grenoble qui ont justement des influences, notamment en termes de territoire, mais de territorialité dans leur parcours. L'objectif d'aujourd'hui, c'était de vous présenter justement ces différents travaux sur l'Académie de Grenoble. Je suis navrée, je ne connais pas encore vos territoires, mais j'anime un atelier cet après-midi pour justement travailler sur les futures alliances éducatives. Et c'est à ce moment-là que vous me raconterez finalement vous, vos ressources, vos richesses et vos défis au sein de vos territoires. L'objectif, c'était de vous parler dans un premier temps de l'influence des territorialités. Donc les territorialités, c'est la dimension symbolique d'un territoire. C'est toutes les représentations qu'on peut avoir, les différentes valeurs, identités, significations que, autant en tant qu'habitants, on donne à notre territoire, mais autant nous, acteurs éducatifs, on donne à notre territoire. Exemple, moi, aujourd'hui, c'est la première fois que je viens chez vous. C'est la première fois que je viens en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, clairement, quand j'ai pris le train de Grenoble pour venir jusqu'à chez vous, j'avais des représentations. Quand j'entends parler de vos territoires ruraux dans la présentation de Madame la rectrice ou dans les différentes présentations, j'ai des représentations. Et ces représentations, elles vont m'habiter, elles vont m'animer, moi en tant que conférencière, mais également vous, quand vous allez arriver sur un territoire suite à une mutation, ou nos élèves, quand ils vont être obligés de se projeter dans un avenir, projeter dans une filière d'orientation, ou se projeter dans un métier. Donc là, l'idée, c'était de vous présenter justement les différents résultats de cette influence des territorialités dans les choix d'orientation. Et j'ai choisi les élèves de 3e. Étant donné que c'est déjà à cet âge-là qu'on leur demande de se construire un projet d'avenir, l'idée c'était de voir un peu comment ils se situaient par rapport à tout ça. La deuxième partie, c'est un focus sur l'influence des territorialités dans notre accompagnement pédagogique. Parce qu'effectivement, il n'y a pas une, mais plusieurs ruralités. On peut être finalement au sein d'un territoire, on ne va pas accompagner de la même manière d'un établissement scolaire à un autre ou d'un territoire rural à un autre. Voilà. Donc très vite, je passe, vous verrez du coup les différents cadres conceptuels donc, sur l'orientation scolaire. Comme vous l'avez entendu, je suis là toute la journée. Donc si vous avez des questions techniques, pratico-pratiques sur les concepts mobilisés ou sur la méthodologie, je suis disponible. Je vais passer très très vite par rapport au temps que nous avons imparti. L'étude, comme je vous l'ai expliqué, se situe sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes au sein de l'Académie de Grenoble. Le premier territoire rural est un territoire rural isolé de moyenne montagne qui s'appelle le plateau du Vercors, qui se situe du coup à cheval sur 2 départements qui sont la Drôme et l'Isère, où il y a 3 collèges dont 2 cités scolaires, 3 collèges avec une spécificité sport-études, c'est-à-dire avec des filières essentiellement sportives sur des sports liés à la montagne, et 3 internats, dont 2 internats d'excellence.
Le deuxième territoire est le territoire piémont-alpin qui s'appelle la Combe de Savoie. Le piémont-alpin, ce qui était intéressant d'étudier, c'est que comme son nom l'indique, il se situe au pied des montagnes. Ça veut dire qu'au moment de l'entrée dans le second degré, au moment d'entrer en 6e, il accueille autant des élèves qui, pendant leur premier degré, ont été dans des classes uniques ou des petites classes, finalement dans les hameaux ou dans les villages en haut sur les montagnes, qui procèdent du coup au moment d'entrer en 6e à devoir se rendre en transport, en car, jusqu'à 45 minutes, voire 1 heure pour certains, descendre dans la vallée, rentrer en 6e et rencontrer finalement des jeunes qui sont plutôt urbains, avec une culture urbaine, un mode de fonctionnement urbain. Donc l'idée, c'était de voir finalement ces jeunes-là, comment ils construisent leur projet d'orientation et si ce changement de paradigme a une influence. Donc, Piémont-Alpin et Rural Isolé Moyenne Montagne, au total, vous avez 6 établissements scolaires, ce qui entraîne 687 élèves de 3e concernés au moment de la recherche qui était sur l'année scolaire 2021-2022. La méthodologie, je vous l'ai dit, je passe vite, si vous voulez, on en parlera plus tard. Les résultats sur le territoire rural isolé moyenne montagne, on va commencer par les 2 cités scolaires qui se situent sur les communes de Die et Villard-de-Lans. La population est une population néo-rurale, issue de catégories socioprofessionnelles plutôt favorisées, et une population d'autochtones issus du territoire depuis plusieurs générations. Les catégories socioprofessionnelles favorisées, sur Die, vous avez d'anciens cadres de professions intellectuelles supérieures, d'anciens avocats lyonnais, d'anciens médecins grenoblois, d'anciens ingénieurs, qui ont tout quitté, qui ont tout plaqué pour se reconvertir dans le bio ou la naturopathie et venir s'installer sur Die. Villard-de-Lans est une commune qui se situe à peu près 30 minutes en voiture de Grenoble. Donc là, pour le coup, c'est plutôt des catégories socio-professionnelles favorisées type ingénieurs, médecins, qui sont montés sur le plateau montagnard pour aspirer à un climat finalement de qualité pour élever leurs enfants. Ces 2 populations-là ne se mélangent pas aux autochtones, qui sont plutôt des populations issues de l'agriculture, avec des exploitations agricoles depuis plusieurs générations, essentiellement élevage bovin, caprin. On n'a pas beaucoup de maraîchage, par contre, Die, c'est beaucoup de viticulture. Peut-être que vous avez entendu parler de la clairette. Voilà. Ces 2 populations ne se mélangent pas. Oui, à défaut d'en entendre parler, peut-être que vous y avez goûté. Ces 2 populations ne se mélangent pas. Pourquoi ? Parce que les néo-ruraux arrivent sur ces territoires avec ce qu'on appelle un territoire mystifié, une idée de ce que doit être un territoire rural isolé de moyenne montagne. Et cette représentation, cette territorialité, ne se partage pas avec les néo-ruraux. Donc c'est une des premières difficultés finalement de cohabitation où l'un et l'autre ont des représentations et une idée de ce que doit être l'agriculture, de ce que doit être l'élevage, de ce que doit être l'écologie, de ce que doit être l'exploitation forestière, etc. Les tendances à l'orientation pour ces enfants-là sont plutôt vers la voie générale et technologique, avec du coup une aspiration de suivre l'option sportive effectuée au collège, au lycée. Pour tout ce qui concerne la voie professionnelle, les filières sont choisies spécifiquement en lien avec des métiers de la montagne. Donc vous avez beaucoup d'accompagnateurs de moyenne montagne, de futurs mushers, donc pour les chiens de traîneau, de futures exploitations agricoles. Et là où la différence se fait avec le 2e établissement scolaire, qui est la Chapelle-en-Vercors, c'est que concernant justement les voies professionnelles, les 2 premières communes accompagnent plutôt vers un lycée professionnel pour permettre aux élèves de se former dans un bac professionnel à 3 ans, tandis que la 2e commune, qui est isolée, enclavée, qui est seulement un collège avec le lycée de secteur, je vais vous parler en temps de transport et pas en kilomètres pour que ça vous parle plus, le lycée de secteur est à 1h30 de voiture pour les élèves. Ce collège-là travaille non seulement avec un lycée de professionnels de proximité géographique, mais également avec la MFR,
pour permettre justement un accompagnement et un projet éducatif, une politique éducative concertée et en coopération avec les enjeux du territoire. Les tendances de l'orientation, finalement, sur ce deuxième établissement, elles sont plutôt simples dans le sens où les jeunes, quand ils rentrent en 6e, de toute façon, ils savent qu'à la 3e, ils vont devoir partir. Donc il n'y a pas de réelle peur de quitter le territoire, contrairement aux 2 territoires précédents où, là, pour le coup, la tendance à l'orientation, elle est plébiscitée au sein de la cité scolaire, malgré un niveau faible pour certains élèves qui ne peuvent pas atteindre la seconde générale, tout simplement véhiculée par une représentation très négative de la ville ou très négative de ce qui se passe en dehors de chez soi. Et ça influence forcément, du coup, les parcours d'orientation post-collège. La différence avec le dernier territoire, c'est la mobilité du coup obligatoire, où finalement les jeunes, de par leur territoire isolé, enclavé, en plein milieu du plateau du Vercors, ont plutôt un mode de fonctionnement assez régulier sur la mobilité pour prendre le car, pour descendre justement dans les villes. Ils sont habitués à ça. Les 2 territoires précédents, non. Ils ne sont pas habitués à ça. Ils ont tout sur place. Donc ils ne voient pas pourquoi ils devraient quitter leur territoire pour aller se former ailleurs. Donc il y a essentiellement du coup des formations dans les territoires d'origine. Les résultats pour le deuxième type de territoire dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le Piémont alpin, qui se situe en Savoie. Le Piémont alpin, vous avez une population de cadres et d'ouvriers, pour le coup là, qui se mélangent, qui se rencontrent, notamment par le biais du premier degré dans un premier temps, avec les sorties des écoles, le sous des écoles, les accueils collectifs de mineurs, les animations. Donc du coup, finalement, vous avez cette population qui se rencontre et qui cohabite particulièrement. La population de cadres et d'ouvriers, le contexte socio-économique et d'emploi, vous avez autant des usines, notamment Pomagalski pour tout ce qui est travail sur les remontées mécaniques, mais également des usines de silicium pour les réacteurs nucléaires ou des pièces pour fabriquer les centrales, beaucoup d'usines hydroélectriques ou des usines ENGIE par rapport à l'Isère. Donc voilà, du coup, c'est plutôt cette population-là, et la tendance à l'orientation en fin de collège est également en lien avec les voies générales et technologiques. Ce qui est intéressant sur ce territoire-là, c'est que les filières technologiques et professionnelles sont choisies en fonction de l'employabilité qu'il y a sur le territoire. L'élève avec ses parents va regarder d'abord quelle usine qui emploie, où est-ce qu'il y a du boulot, et à partir de là, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir faire ce boulot-là. Et à ce moment-là, ils n'ont pas peur de quitter leur territoire pour se former, parce que de toute façon, eux, dans leur idée, c'est de revenir travailler sur leur territoire d'origine. Le choix de l'établissement est également fortement influencé par une représentation négative de la grande ville. Donc, géographiquement, pour vous situer, en gros, les élèves préfèrent choisir un établissement plutôt sur une ville de taille humaine, de taille moyenne, plutôt que de partir sur une grande ville type Grenoble ou Lyon, pour pouvoir finalement appréhender un peu cette culture urbaine et ce mode de fonctionnement, d'abord dans une petite commune. La problématique de desserte de transport en commun et ferroviaire influence fortement les choix d'orientation. Sur ce territoire-là, vous avez des grandes difficultés, notamment pour tout ce qui est les déplacements, autant pour les déplacements scolaires que les déplacements de loisirs. Il y a des suppressions de trains TER, là pour le coup. La région a supprimé beaucoup de lignes, donc vous avez un train le matin et un train le soir. Donc du coup, les jeunes, dans leur mode de fonctionnement, ils restent finalement dans leur village et dans leur canton. Les bus, c'est quasiment pareil. Donc finalement, au moment de faire un choix d'orientation et de partir dans un lycée, l'élève va également avec sa famille réfléchir par rapport à ça. Qu'est-ce qui est pratique ? Est-ce que finalement, c'est pas plus pratique de partir dans une ville à l'internat plutôt que, pardonnez-moi l'expression, de galérer à utiliser les transports pour 3 heures par jour en sachant que probablement j'aurai pas de train le matin parce qu'il y a eu une panne ou parce qu'il a été supprimé, etc.
Sur les points communs et différences éventuelles, vous avez 5 collèges sur 6 qui choisissent la proximité géographique pour les lycées. À voir si, est-ce que c'est par peur ou est-ce que, en même temps, ça peut être pratique. Le choix de filières technologiques et professionnelles sont d'abord liés aux territorialités et la peur et ou envie de quitter le territoire d'origine, les deux sont liés aux territorialités. Dans cette recherche, d'autres variables ont été utilisées, notamment sur le genre, avec l'idée de savoir où allaient les filles et où allaient les garçons par rapport à un territoire. Donc il y a effectivement un projet territorialisé d'orientation pour nos filles et pour nos garçons qui choisissent finalement des lieux plus sécurisants pour le public féminin ou par rapport à des filières d'orientation. L'autre variable, c'est la famille, avec un choix d'orientation influencé par une reproduction du schéma familial, surtout sur le territoire montagnard, avec dans l'idée de reprendre l'exploitation agricole familiale. Et l'origine sociale, avec un choix d'orientation influencé par l'accompagnement à la scolarité des parents. L'autre variable qui m'intéressait, c'était finalement de voir est-ce que l'accompagnement pédagogique à l'orientation n'est pas également influencé par notre territoire d'exercice. Donc le résultat sur l'ensemble des territoires, c'est que l'accompagnement pédagogique et les gestes professionnels sont directement liés aux territorialités, valeurs, identités données par leurs professionnels à leur territoire scolaire. Ils s'appuient sur un contexte territorial et ils adaptent des pratiques et des postures selon les problématiques territoriales recensées. Le contexte territorial, vous avez autant finalement un établissement scolaire comme sur mon territoire rural montagnard où l'établissement scolaire est seul. C'est le seul acteur éducatif du territoire. Il n'y a pas d'acteur d'éducation populaire, il n'y a pas d'accueil collectif de mineurs, il n'y a pas de travailleurs sociaux ou quoi que ce soit. Donc finalement, cet établissement scolaire-là, il a toutes les casquettes possibles et imaginables. Un professeur principal va autant être éducateur spécialisé que conseiller économie sociale et familiale, qu'assistant social, enfin voilà, pour vraiment accompagner, pour le coup, ses élèves. D'autres territoires, comme le Piémont alpin, eux, vont s'appuyer sur un maillage territorial et un contexte territorial pour accompagner au mieux leurs élèves à l'orientation. Exemple, dans la prévention des formes d'autocensure territoriale dans les projets d'orientation, beaucoup de projets culturels, artistiques, éducatifs sont coordonnés et mis en place entre les acteurs de la MJC, les acteurs du centre social, les éducateurs spécialisés, voire le théâtre pour des projets culturels, avec l'établissement pour amener finalement les élèves à bouger, à se déplacer, à appréhender une forme de transport pour le permettre de finalement repérer, tiens, on va prendre le train et puis on va aller voir un festival gratuit sur le street art. On va y aller en train avec eux, on va se déplacer, on va bouger pour qu'ils regardent et qu'ils comprennent et qu'ils voient un peu comment ça se passe. Et finalement, c'est pas si long que ça. C'est pas si compliqué que ça. Donc il y a une coopération territoriale spécifique liée aux enjeux éducatifs et sociaux du territoire et une coopération territoriale réellement en partenariat, dans une démarche de partenariat, autant acteurs éducation nationale qu'acteurs éducation populaire. Les trajectoires d'orientation, je pense que ça peut vous parler, elles sont inégales selon la représentation que les parents se font de la réussite scolaire. Il y a une grosse lutte sur la sacralisation de la voie générale, qui est vue et perçue comme la consécration ultime de toute forme de scolarité. Donc finalement, les acteurs aussi d'éducation nationale essayent de travailler, de sensibiliser, d'informer les familles à la voie professionnelle et à la voie technologique, en partenariat avec des chefs d'entreprise, notamment pour accompagner les élèves SECPA pour leur stage, en partenariat avec des chefs d'entreprise, en partenariat avec les MFR dont je parlais tout à l'heure, en partenariat avec d'autres centres sociaux, des centres socioculturels, et utilisent le dispositif Les Cordées de la Réussite notamment pour travailler justement la mobilité et la découverte de métiers, notamment dans le domaine de l'art, de la culture, etc. Il y a une demande majoritaire des filières générales et technologiques pour avoir plus d'opportunités à la fin du lycée. Et les choix d'orientation sont principalement de proximité géographique. En même temps, comme je vous le disais, la recherche était à destination des élèves de 3e. Ils ont 15 ans. Donc à voir si du coup ce choix-là, c'est plutôt par rapport à un côté pratique, plutôt qu'à finalement une peur ou une non-envie de quitter le cocon familial.
Le capital d'autochtonie sur la montagne, capital d'autochtonie, peut-être que ça peut vous parler ici, c'est en gros, on va repérer les différentes ressources qui existent sur mon territoire. Donc ça peut être le garagiste du coin qui cherche un apprenti, ça peut être l'exploitant agricole qui va bientôt partir à la retraite et qui aimerait bien qu'un jeune reprenne du coup son exploitation. Et en fait, ces jeunes-là, ils vont regarder justement les différentes ressources qu'il y a sur leur territoire avant de partir se former, histoire de pouvoir rester justement sur leur territoire d'origine. Les métiers et filières, comme je vous disais tout à l'heure, sont liés directement à la montagne. Et historiquement, ce sont les professeurs de PS, les professeurs principaux de 3e et qui accompagnent à l'orientation. Petit exemple, petite illustration. Ils emmènent 2 fois par an, donc la veille des vacances de la Toussaint et la rentrée des vacances de Pâques, les jeunes élèves de 15 ans de 3e en stage d'intégration et d'immersion pour travailler la confiance en soi, l'estime de soi, son sentiment de capacité scolaire. Est-ce que du coup je suis prêt à partir, mais pourquoi partir? Pour vraiment travailler et construire leur projet d'orientation, dans un premier temps en collectif et sur la deuxième session de stage, plus individualisé. Donc l'investissement personnel des enseignants va au-delà de leur posture professionnelle. Il n'est pas rare de voir un professeur principal qui va se rendre dans une ferme pour discuter du projet d'orientation de l'enfant. Exemple. Le jeune qui a envie de partir en seconde générale et technologique pour s'inscrire dans une filière numérique, ingénierie numérique ou informatique, mais avec les parents qui, eux, veulent qu'il aille en MFR pour reprendre l'exploitation agricole. Là, du coup, c'est également aussi un moment de forte négociation où le professeur est plutôt amené à se rendre directement au domicile. Des projets artistiques et culturels pour accompagner les élèves dans leur peur de quitter le territoire. Exemple, dans des classes à horaires aménagés, par exemple le cirque, vous avez pas mal de projets qui partent dans le nord de la France au Conseil national des arts et métiers du cirque. Pour le territoire piémont-alpin, l'accompagnement des élèves se fait selon un maillage territorial. Alors, par exemple, je vais donner un exemple vu que nous avons des élèves de classe de SECPA ici. Vous avez 2 établissements scolaires qui ont une classe SECPA. Ils ont réfléchi à une politique de maillage territorial, d'harmonisation territoriale et de coopération pour accompagner au mieux leurs élèves de 3e et au mieux leurs élèves de SECPA. Ils tiennent à jour en gros une liste de stages, mais au-delà d'une visite d'entreprise, au-delà de témoignages, de rencontres avec des professionnels en classe, l'idée, c'est que de travailler et de réfléchir à une politique d'orientation à l'échelle du territoire. Qui est prêt à accueillir des élèves en stage? Pourquoi? Et comment les accompagner derrière à une éventuelle formation? Donc ça va autant sur les chefs d'entreprise que les centres sociaux, qu'il y a une scène nationale à un moment donné aussi sur un territoire pour découvrir les métiers comme régisseur, son et lumière, ce qui est arrivé notamment pour une jeune stagiaire. Donc les choix, tout à l'heure je vous disais, de filières sont en fonction de l'employabilité sur le territoire et l'accompagnement à l'orientation se fait dans un rapport de demande et place disponible pour le coup. Les modalités pédagogiques sont en lien avec les pratiques spatiales des individus. Exemple, vous avez des professeurs principaux qui vont accompagner leur classe de 3e en car ou en train pour aller rencontrer ou se rendre sur les différents établissements scolaires, les lycées ou les lycées professionnels ou les lycées généraux et technologiques. Pour du coup appréhender finalement comment on fait pour s'y rendre. Moi demain je pars de chez moi, je dois aller au lycée. Quel est mon parcours? Quel sera mon trajet? Donc finalement, pour le territoire piémont-alpin, il n'y a pas une réelle peur de quitter le territoire par le biais de ces accompagnements-là. En conclusion, le rapport des élèves à leur territoire influence les choix d'orientation, qu'ils aient envie ou non de le quitter. C'est-à-dire que vous avez autant des élèves avec un ancrage territorial fort, influencé par une territorialité des parents, qui vont avoir peur de quitter leur territoire, que des élèves qui vont le quitter pour pouvoir mieux revenir et travailler et participer au développement économique de leur territoire d'origine. Les déterminants sociaux et genrés influencent le projet territorialisé d'orientation selon une représentation négative. Exemple concret, les jeunes filles des filières biathlon d'un collège rural montagnard
ont le choix de partir en lycée général et technologique avec une filière option sportive biathlon dans 2 communes. Une des 2 communes a une représentation et une image véhiculée en ce moment par les médias très négative et toxique. Du coup, forcément, ces jeunes filles ne vont pas dans cet établissement scolaire-là. La posture et les gestes professionnels sont influencés par une dimension symbolique du territoire d'exercice et vous avez une coopération territoriale spécifique des différents acteurs éducatifs, c'est-à-dire autant sur le lien premier degré, second degré, comment on accompagne la transition école-collège dès l'entrée en 6e, que sur toutes les questions finalement, toutes les nouvelles dynamiques qu'on vous propose, autant sur la lutte contre le harcèlement, la lutte contre le décrochage scolaire, l'éducation à la sexualité, le développement durable, où là, pour le coup, vous avez pas mal d'acteurs qui sont sollicités, d'acteurs de l'éducation populaire qui sont sollicités par les établissements scolaires pour permettre finalement de monter des projets à hauteur de l'enjeu. Voilà, je suis allée assez vite, mais comme je vous l'ai dit, je reste disponible si vous avez des questions. Je suis là toute la journée. Merci. On a reçu une question, je vous la soumets. Le pilotage du chef d'établissement sur son collège a-t-il une influence dans l'orientation des élèves? Oui, grandement. Alors, sur la recherche et sur l'année scolaire 2021 et 2022, et étonnamment, ça a été une grande année de mutation et de mouvement de différents chefs d'établissement qui sont arrivés tout nouveaux sur certains établissements du second degré, qui ont un peu regardé ce qui se passait et ce qui se faisait en amont, qui ont un peu relu la fiche finalement de leurs prédécesseurs. Mais pour le coup, c'est vraiment une impulsion du chef d'établissement, de sa personnalité, de son savoir-être, qui permet de dynamiser derrière effectivement la coopération, parce que ce qui s'est vu sur un des établissements scolaires, c'est que malheureusement, un des nouveaux, au regard des différentes charges et tâches de travail qu'il avait, n'a pas pu continuer cette dynamique territoriale qu'il y avait notamment entre les différentes coopérations avec les différents acteurs hors éducation nationale. Merci. Je propose de prendre une autre question et puis on passera à la suite. Alors sachez que toutes les questions qui sont un peu restées en suspens viendront alimenter la réflexion des observateurs qui se chargeront de faire la synthèse de cette journée. Alors deuxième question. La coopération semble essentielle dans le projet de mobilité. Peut-être serait-il important de soutenir le travail complémentaire avec les ACM pour mener le projet d'investissement. Oui. Alors oui, à condition qu'il y ait un ACM sur le territoire. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, la coopération, elle est importante et nécessaire, notamment avec des acteurs de l'éducation populaire, comme les accueils collectifs de mineurs. Mais il y a des territoires où il n'y en a pas, malheureusement. C'est ce que je disais. Voilà.